Donc, dernier thème de la journée, les actions de développement. J'entends par action de développement tout type d'animation qui est vraiment destiné à toucher un public qui soit le plus large possible et qui soit un petit peu différent de notre public compétiteur de base. L'idée, c'est de faire un maximum d'animations qui vont pouvoir augmenter le nombre de pratiquants de squash. Bien évidemment, des actions de développement, il en existe plein de différentes. Chaque ligue va travailler de manière différente et va avoir des idées différentes, va mettre en place des animations différentes. L'idée, c'est pas aujourd'hui de vous présenter une liste exhaustive de ce qu'on peut faire dans le squash, mais plutôt de vous donner un petit aperçu de ce qu'on met nous en place dans la région Centre-Val de Loire. Je commence par des animations que on appelle nous squash pour tous. Euh, donc dans ce cas précis, ce sont des animations destinées à un public éloigné de la pratique du sport ou des animations grand public de manière générale. Donc on met en place plusieurs types d'animations. On essaye notamment de participer à des animations multi-activités qui sont organisées en dehors des clubs, où là on va utiliser notamment des structures gonflables et ce qu'on appelle nous un village squash, qui est composé de nos structures gonflables, et en fonction de l'espace qui nous est accordé, des ateliers mini squash, voire des ateliers de squash de rue. L'idée à chaque fois, c'est d'être donc présent sur des animations multisports, type Decasport, Vital Sport, les forums d'associations, sport en fait ou sport couvert, qui sont des animations spécifiques sur la région centre, mais l'idée c'est de participer à des animations multi-activités où on sait qu'il y aura beaucoup de public qui sera présent et on sait que sur ces animations-là, eh ben, il faut qu'on soit présent pour rendre le squash visible. Après, on met en place des animations pour des publics qui sont considérés comme étant en difficulté. Par exemple, à Chartres, on met en place depuis 3 ou 4 saisons maintenant le DIPS, le dispositif d'inclusion par le sport, en partenariat avec l'UFOLEP et avec des structures d'accueil de ces publics en difficulté, où l'idée, c'est qu'une fois par semaine, eh ben, on ait ce type de public qui puisse venir pratiquer le squash au sein du club de Chartres. Et on met aussi en place des actions avec les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, en partenariat avec les maisons de quartier qui sont situées proches des clubs. Par exemple, chaque année à Tours, on organise un tournoi de Noël. L'idée, c'est de rassembler les jeunes des maisons de quartier de la ville de Tours, de leur faire un petit tournoi. Et en 2016, par exemple, on avait récompensé les premiers du tournoi en les invitant à la finale des championnats du monde féminin qui avait eu lieu à Paris. On avait assuré le transport, on avait pris en charge le coût, etc. Et pour ces jeunes des quartiers prioritaires de la ville, on essaye d'adapter au maximum l'activité squash. L'idée, c'est qu'ils puissent venir dans les clubs ou qu'ils entendent parler du squash, mais pour eux, le squash, ça leur parle pas forcément à la base. Donc on a essayé de proposer des animations un petit peu différentes, notamment le football, qui est un mélange de foot et de squash. Le foot, c'est le sport numéro un, souvent le seul sport qu'ils ont envie de pratiquer. Donc pour pouvoir les amener dans un cours de squash, eh ben, on a adapté un petit peu l'activité. On joue avec un ballon, mais on utilise les règles du squash. Et on a aussi mis en place une animation street squash, où là, la première étape se fait directement dans les locaux des maisons de quartier, où là, ce sont les jeunes qui définissent leur propre terrain, sur un pan de mur, sur un angle. On a des outils pour délimiter un terrain et ils jouent dans leurs locaux. Ensuite, la deuxième étape, c'est de les amener dans le club. On met ensuite en place des actions pour les femmes, donc des actions entre guillemets classiques, hein, des stages, des compétitions, des initiations, des journées portes ouvertes. On met aussi en place des tarifs préférentiels sur certaines animations pour les femmes. Je vous ai pris un exemple en particulier, une animation qui se fait chaque année à la SPTT Tours, qui s'appelle le sport donne des ailes. C'est une journée d'initiation ouverte à toutes les femmes qui peuvent venir découvrir l'activité, profiter d'un cours avec un éducateur diplômé et échanger avec les licenciés du club. Et autour de cette découverte du squash, on a d'autres types d'animations qui sont proposées, comme des soins de visage, du maquillage, du massage. Et il y a aussi des animatrices qui sont à disposition pour s'occuper des enfants. Donc l'idée, c'est un petit peu de chouchouter les femmes et de leur faire découvrir la discipline. On a mis en place au sein de notre ligue une commission féminine pour proposer des idées afin de développer le squash féminin et aussi pour inciter l'ensemble de nos associations à créer des sections féminines et à intégrer des femmes dans l'équipe dirigeante. Parce que nous, je pense que c'est un constat qu'on peut faire un peu au niveau national, mais en tout cas, moi, sur la région Centre-Val de Loire, j'ai majoritairement des hommes qui sont à la tête de mes associations. Et si on veut tendre petit à petit vers une augmentation de la pratique féminine, il faut aussi que les femmes elles soient représentées dans nos instances dirigeantes. Des actions avec le public scolaire maintenant. Depuis plusieurs années, on a des partenariats avec des écoles, notamment dans le cadre des TAP, des temps d'activité périscolaire. Donc, on travaillait sur 6 villes dans la région. Et au total, sur les 3 dernières années, on a quantifié un peu plus de 1500 jeunes qui ont pu découvrir l'activité sur les cycles.
Donc aujourd'hui, on est en réflexion parce qu'avec la nouvelle réforme, on a les temps d'activité périscolaire qui vont disparaître. Donc dans certaines villes, eh ben, les partenariats qu'on avait avec les écoles sont un peu compliqués à renouveler pour l'instant. Donc là, on est un peu sur une année charnière, un peu de transition, mais on a quand même un certain nombre de clubs qui travaillent avec les écoles. On a accueilli des jeunes en service civique dont la mission est de développer le scolaire, et ils nous ont notamment aidés pour démarcher et mettre en place des partenariats avec les fédérations scolaires, l'ISEP, l'UNSS, la FFSU, et aussi pour mettre en place des conventions directement avec des écoles, des collèges-lycées et des universités. Le squash pour les jeunes maintenant. Nous, dans la région, on met en place un certain nombre d'actions pour les jeunes, certaines depuis plus ou moins longtemps, on en a qui sont assez récentes. Déjà à la base, pour avoir une pratique jeune, c'est d'avoir des écoles de squash. Donc, comme je vous avais dit, on accompagne à la création d'écoles de squash et on accompagne aussi sur le suivi pour faire en sorte d'animer et de faire grossir ces écoles de squash. On organise des stages régionaux, des regroupements et des compétitions. Là, on est plus sur la pratique compétitive. On a mis en place depuis 3 ans un circuit de compétition propre à notre région. On organise 3 étapes par an et on a décomposé la région en 2 zones géographiques, toujours pour cette notion de proximité. Donc à chaque fois, c'est des étapes qui sont le mercredi après-midi et avec une étape finale lors de notre Open Challenge de fin de saison qui réunit à la fois les adultes et les jeunes, et on essaye vraiment de mettre en avant nos tables de jeunes lors de ce tournoi de fin de saison. Donc, il a été créé depuis 3 saisons, et on a eu un total d'environ 370 participants, et là, ce chiffre a tendance à grossir d'année en année, donc c'est plutôt positif. Idem, on met en place, toujours dans notre esprit de regrouper un maximum de jeunes, on met en place 3 regroupements par an, donc là on est plus sur des journées de stage, qui nous servent aussi de journées de détection, où le matin on fait plutôt du travail technique, et l'après-midi plutôt du jeu à thème. On fait ça les mercredis pendant les vacances scolaires. Et voilà, l'idée, c'est de regrouper nos jeunes, de faire en sorte qu'ils rencontrent les jeunes des autres clubs, parce que sinon, nos clubs travaillent un petit peu chacun de leur côté. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regrouper les jeunes, de pouvoir identifier ceux qui ont du potentiel, de les faire progresser et de les amener petit à petit à la compétition. Et enfin, on organise chaque année, si possible, et en général, on le fait tous les ans, des événements jeunes. Donc, souvent des championnats de France à Chartres, mais on a aussi des étapes Caracal à Toulon à Chartres, l'Open des 3 régions, etc., etc. Donc, des tournois jeunes qui vont mobiliser à chaque fois entre 60 et 100 gamins. Des actions squash et handicap maintenant. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Ça a démarré une démarche handicap il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On met en place un certain nombre d'actions en partenariat avec des organismes spécialisés pour faire découvrir le squash à des personnes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, par exemple, on a des partenariats avec l'IME, l'Institut médico-éducatif et la Maison des autistes à Chartres. On a aussi des partenariats avec les CESAD de Loches et d'Orléans notamment, et on avait même mis en place un cycle régulier avec le centre hospitalier de Nemours. Je vous ai pris un exemple, c'est celui qu'on fait à Chartres. Donc il y a un partenariat avec l'IME de Champol. On met en place une action qui s'intitule Move in Squash, où l'idée c'est qu'une fois par semaine, on a un groupe de jeunes en situation de handicap qui viennent au club, qui sont encadrés à la fois par leurs éducateurs spécialisés et par les éducateurs du club, et où on va mettre en avant non pas la performance, c'est pas l'objectif qui est recherché, mais on va plutôt adapter l'activité pour développer chez les jeunes la confiance en eux, la psychomotricité, le fait d'être capable d'exprimer des émotions, etc., etc. Donc on est sur des objectifs complètement différents de notre pratique compétitive, mais on est complètement dans une idée, dans une démarche de rendre le squash accessible à tous. Ça, c'est un partenariat qui dure depuis maintenant 3 saisons et les retours des éducateurs spécialisés sont très positifs. Donc ça nous encourage aussi à poursuivre dans cette démarche. D'autres types d'actions qu'on met en place pour le public handicap, on met en place des animations pour le Téléthon. Toujours à Chartres, avec l'IME de Champol, le club de Chartres accueille des stagiaires en situation de handicap au sein du club. Et on a participé aussi cette saison à une rencontre régionale de sport adapté qui était organisée donc par la Fédération française de sport adapté. Et c'était une animation multi-activité où on a pu venir avec une structure gonflable, présenter l'activité squash, la faire découvrir à un public en situation de handicap et surtout créer du réseau, créer des contacts. Un exemple d'action que je voudrais vous détailler, donc sur des animations squash pour tous dont je vous ai parlé au départ, je vais vous détailler vraiment un petit peu l'ensemble de l'action. Sur nos animations squash pour tous, les objectifs, c'est de faire connaître le squash et de le faire découvrir à un maximum de personnes. Et sur ces animations-là, on a dans l'idée, notamment pour répondre aux objectifs qui sont de plus en plus fixés aux associations sportives, d'être capable de toucher un public large et de mettre en place des actions dans les territoires prioritaires, c'est-à-dire à la fois dans les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers dits sensibles, et dans les zones rurales de revitalisation, c'est-à-dire dans des zones
où il y a peu d'équipements sportifs, et notamment nous, on a peu d'équipements de squash. La description de l'action. On met en place chaque année entre 15 et 20 animations avec ce qu'on appelle nous le village squash, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc à la fois une structure gonflable et des ateliers en fonction de l'espace qui nous est accordé lors de l'animation. On fait ça en dehors des clubs pour promouvoir l'activité et on essaye notamment de mettre en place ces animations dans les territoires prioritaires. Le public qui est ciblé, c'est le grand public, vraiment au sens large, mais en mettant quand même l'accent sur les habitants des zones prioritaires et notamment sur les plus jeunes, puisque notamment avec les animations, avec les structures gonflables, on sait que c'est un outil qui va vraiment plaire aux enfants. Les moyens mis en œuvre. Évidemment, comme pour toute animation, on a besoin de moyens humains. Donc on a besoin d'éducateurs et de bénévoles qui vont assurer l'encadrement. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on a accueilli des jeunes en service civique qui m'aident à effectuer l'ensemble des démarches. Les moyens matériels, on a dans notre région 2 structures gonflables. On a aussi 2 véhicules 9 places qui servent à transporter le matériel et les personnes. On a du matériel adapté, des raquettes mini-squash, des balles en mousse, des lunettes de protection pour les jeunes, mais aussi du matériel pédagogique, des plots, des cerceaux, des bandelettes pour délimiter des zones, etc. Évidemment, sur ces animations, on essaye aussi de venir avec des supports de communication sur l'activité squash, des affiches, des banderoles, etc. pour mettre en avant, évidemment, nous, la ligue, mais aussi le club le plus proche. Donc, si possible, on vient aussi avec le flyer présentant le club, ou même des coupons découverts qui permettent à la personne de revenir jouer dans le club gratuitement. L'idée étant de créer un lien entre ces animations qu'on fait en dehors des clubs et, si possible, inciter les participants à revenir jouer dans le club. C'est quand même l'objectif final. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on met en place ces animations, on ne travaille pas seul. On est toujours en partenariat avec différents organismes locaux. Afin de pouvoir évaluer si notre action elle fonctionne ou pas, on met en place des indicateurs. Donc bien évidemment, la qualité des animations et le retour des participants. Est-ce que ça leur a plu ou pas? Est-ce qu'ils sont prêts à revenir jouer dans le club ou pas? Est-ce qu'ils connaissaient déjà l'activité ou pas? Le nombre de personnes présentes sur l'animation. Sûr que si on a 3 personnes qui sont venues sur toute la journée, on ne peut pas parler d'animation réussie. À l'inverse, si on en a 300 qui sont passés, qui ont pris une raquette et qui ont tapé quelques balles contre la structure gonflable, c'est déjà plus intéressant. Le nombre de personnes qui reviennent jouer ensuite dans le club le plus proche, et à terme, l'évolution du nombre de licenciés. Comme dans toute action, on a un budget prévisionnel qui est mis en place. Je vous l'ai volontairement simplifié, mais l'idée, c'était quand même de vous montrer le budget prévisionnel que nous, on avait défini sur cette action et qui m'a servi notamment pour ma demande de subvention. Donc, vous pouvez voir là, pour cette action, que j'ai budgétisé un petit peu d'achat de matériel, renouvellement des raquettes, des balles, etc. Un petit peu de communication, 500 euros. Les frais les plus importants vont concerner les frais de déplacement, d'hébergement, de repas, que ce soit pour les bénévoles, que ce soit pour les éducateurs, que ce soit pour les jeunes en service civique. Les charges de personnel, évidemment, moi je suis payé pour mettre en place ces animations, donc ça a aussi un coût, bien évidemment, que je budgétise dans mon action. À la fois la rémunération du personnel et les charges qui vont avec. Et en contrepartie, du côté des recettes, j'ai identifié aussi des recettes qui proviennent du travail que je fais notamment auprès de la Fédération pour la gestion des services civiques. J'ai identifié des subventions à la fois du CNDS et de mon conseil régional dans le cadre de la convention d'objectifs, identifié aussi du mécénat et une dernière partie qui provient de la rétrocession que me font les clubs lorsqu'ils organisent des tournois. Leur montrer aussi que justement cet argent est réutilisé pour mettre en place des animations qui vont leur resservir derrière. Et enfin, pour chiffrer mon action, je n'oublie pas de quantifier le bénévolat. Et à la fin, j'arrive sur un budget prévisionnel qui est équilibré. Dans les actions que tu as menées ou que vous êtes amené à mettre en place auprès des écoles, euh, quel type de quel type d'action vous faites et comment vous vous adaptez par rapport au lieu, un mur, un préau, quelques raquettes, des balles à mousse et en avant, c'est ça en gros le truc? L'idée de départ, dans la mesure du possible, c'est toujours d'essayer d'amener les enfants plutôt dans le club, si on peut, si le club est situé suffisamment proche de l'école et si on peut assurer le transport ou s'ils peuvent venir à pied. Maintenant, on s'est constamment adapté en fonction de l'école qui est prête à travailler avec nous. On a mis en place des animations dans des gymnases, on a mis en place des animations sous des préaux. Effectivement, on a aussi, je pense, nous, cet avantage en squash. Certes, on a un équipement qui est spécifique. On ne peut pas mettre un filet de badminton dans un gymnase et jouer au squash comme le bad. Mais
nous, le squash, le principe de départ, c'est quand même de renvoyer une balle contre un mur. Donc à partir du moment où on a un mur à disposition, une raquette et une balle, on peut déjà commencer à présenter un petit peu notre discipline et à l'amener petit à petit. Donc oui, on a mis en place des animations sous un préau et dans des gymnases. Donc à chaque fois, on a même eu une salle à un moment donné sur une école sur Tours, une petite salle des fêtes qui était mise à disposition pour l'animation, où on faisait jouer les gamins contre le mur ou contre les murs. Si on peut les amener dans le club, c'est mieux. Si on peut pas, ça doit pas nous arrêter. Et après, bien sûr, on a aussi mis en place des animations avec la structure gonflable. On a aussi cet outil pouvant aller dans les écoles, donc on l'utilise au maximum. Et dans le même idée de proposer quelque chose d'un petit peu différent, on est aussi en réflexion, notamment avec le club de Chartres. Vous avez sûrement vu des vidéos avec un mur interactif sous forme un peu de jeu vidéo où en fonction de là où on va taper sur le mur, il va y avoir une animation visuelle qui va apparaître ou disparaître. On est aussi en réflexion là-dessus. Alors aujourd'hui, ça coûte assez cher et on est obligé de le mettre en fixe sur un cours, alors que moi, je voulais plutôt quelque chose qu'on puisse déplacer d'un club à l'autre. Mais on pense que ça peut être aussi un outil intéressant pour justement toucher un public large et intéresser des écoles et intéresser notamment les plus jeunes qui vont être très sensibles à ce côté un petit peu jeu vidéo. Et c'est le squash interactif de ASB. Ouais, c'est ça. Mais ça coûte 40 000 euros, donc faut pouvoir le budgétiser et le financer après. Mais bon, l'idée c'est d'avoir un maximum d'outils en tous les cas pour pouvoir présenter le squash partout, qu'on puisse le déplacer et pas seulement le pratiquer dans nos clubs. Tu parlais notamment vers le public en situation de handicap. Tu as mentionné les actions pour le Téléthon. Est-ce que tu as un exemple à me donner d'une action que vous avez menée dans le cadre du Téléthon? Bah, dans le cadre du Téléthon, alors c'est pas forcément là des personnes en situation de handicap qui pratiquent, mais Ouais. j'ai surtout des clubs qui organisent une soirée où les bénéfices partent derrière pour le Téléthon. Alors j'ai des clubs qui ne travaillent pas avec les publics en situation de handicap qui font ça, et j'ai Mhm. aussi des clubs qui ont justement ces partenariats avec les IME, avec le CESAD dont j'ai parlé tout à l'heure, qui eux invitent justement à leur soirée Téléthon des personnes en situation de handicap, et pareil, les bénéfices sont reversés au Téléthon. Sur toutes ces animations, quel est le suivi qu'on peut mettre en place? Bah, identifier le nombre de personnes présentes sur l'animation, ça je pense que c'est pas forcément très compliqué. Après, nous on aime bien utiliser aussi un mini questionnaire à remplir, avec notamment les coordonnées des personnes pour pouvoir les recenser. Et après, ce qu'on va utiliser notamment, c'est des coupons pour revenir jouer dans le club le plus proche. Où là, ça nous permet justement de quantifier quelles sont les personnes qui ont participé à l'animation et qui vont revenir jouer derrière au sein du club. Parce que c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui ont participé à une animation, qui vont revenir jouer dans le club, mais on ne sait pas forcément comment ils ont découvert l'activité. Donc ce coupon découverte peut nous permettre justement de savoir à quelle occasion ils ont découvert le squash et pourquoi ils reviennent jouer. Et tous les clubs comment dire, adhèrent à ce coupon? Non, pas tous, mais de plus en plus. De plus en plus parce qu'on leur démontre qu'il y a un intérêt et après, voilà, nous on peut s'arranger même financièrement avec eux pour qu'ils ne soient pas perdants. Faire Voilà. venir un client, je pense pas qu'un squash soit perdant de faire venir un client. Non, mais effectivement, comme dit Nicolas, il y a des squash qui résonnent d'un point de vue uniquement commercial et sur du très court terme. Maintenant, on met quand même moins en place d'animation avec des clubs qui ne voient pas leur intérêt à ce type d'animation, hein. Donc nous, on va privilégier des animations en lien avec des associations où on sait justement qu'on pourra mettre en place ce genre de système. Tu as des chiffres là-dessus? Tu as testé? Tu as vu? Tu as essayé de tester cette notion de je récupère les noms, les prénoms, les adresses e-mail, je recontacte, je relance? Souvent, c'est quelque chose on arrive à on arrive à monter l'animation, on arrive à la faire financer, mais tout le reste après, ça demande également beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, c'est là où on doit encore nous s'améliorer aussi, hein, je pense. Mais moi, j'étais très sensible, tu le sais, on a déjà parlé, à ce que faisait le tennis de table sur ses animations découvertes, où il proposait une licence événement qui leur permettait de quantifier le nombre de participants à ces animations et derrière de pouvoir les recontacter voilà, pour les garder, les inciter à prendre notre type de licence et à revenir et à rester dans le giron fédéral. Et nous, je pense que c'est un travail qu'on a encore à faire aujourd'hui dans le squash, parce que comme tu dis, très souvent, on met en place des animations. L'animation, elle fonctionne ou elle fonctionne pas, mais même quand elle fonctionne, bah, parfois c'est difficile de créer du lien avec ce qui va se passer derrière. Et nous, ça, tu vois, le petit questionnaire avec les coordonnées, finalement, c'est quelque chose qu'on fait depuis assez peu de temps. Et je pense qu'il y a plein d'autres actions. C'est pareil, le coupon au départ, on le faisait pas, on s'est mis à le faire petit à petit.
Et je pense qu'il faut qu'on trouve encore d'autres pistes de réflexion là-dessus pour qu'on soit capable, bah, quantifier le nombre de personnes sur l'animation, encore une fois, pour moi, c'est pas de souci, mais c'est effectivement le suivi derrière, qui revient jouer dans le club, mais au-delà de qui revient jouer dans le club, qui devient un nouveau licencié, qui vient à la pratique compétitive, etc. Et comment activer toutes ces personnes? Oui, bah C'est oui. nouveau en fait. C'est comment les activer, qui s'en occupe, combien ça coûte, est-ce qu'il y a un véritable intérêt de pouvoir le faire, quel est l'intérêt, comment faire? Après, c'est comme tout, c'est qu'une animation qu'on met en place, si on veut pouvoir la reconduire, il faut effectivement avoir un suivi. Ça, c'est fondamental. Et bah, pour vous partager un peu mon expérience, moi, quand je travaillais au club du Plessis-Trévise en tant qu'éducateur, entraîneur dans le club, j'avais demandé au moment de mon recrutement à ce que tous les vendredis soirs, étant donné que le vendredi soir, c'est un créneau qui est très peu utilisé par les pratiquants d'une manière générale. Les clubs sont assez vides le vendredi soir. J'avais réussi à instaurer au niveau du club que tous les vendredis soirs étaient dédiés à une animation pour lequel moi j'étais l'intervenant de l'animation et j'étais payé par la structure pour animer cette animation le vendredi soir de 3 heures, de 19h à 22h. Et chaque vendredi soir, je proposais une animation différente. Donc pendant toute l'année, il y avait des animations différentes. Alors il y avait certaines animations qui étaient reconduites au bout de un mois et demi, mais j'essayais de varier que d'une semaine sur l'autre, il n'y ait jamais la même animation. Euh, je n'aurais pu reconduire ça que si effectivement il y avait eu un taux de pratiquants, de participants suffisants. L'avantage, c'est que moi, j'ai fait un suivi et que c'était tout simplement sur un fichier Excel, et j'ai relevé que bah, il y avait eu 20 participants en moyenne sur l'animation pour un club de 3 cours, sur 3 heures d'animation. Donc 20 participants en moyenne sur toute une année, avec des pics à 30 participants pour un club de 3 cours. Ça a forcément incité à reconduire l'animation les années suivantes et aujourd'hui, bah, encore alors que c'était il y a 10 ans. Les animations du vendredi soir existent toujours au club du Plessis-Trévise, même si c'est pas moi qui les mets en place. Mais en tout cas, ils ont bien compris que c'était quelque chose qui était important au niveau du club et que ça marchait. Donc voilà, faut pas hésiter à avoir des arguments pour reconduire et mettre en place des actions pour ces projets-là. J'avais une autre question également concernant les animations. Animer est un autre métier que d'entraîner. Donc comment, lorsqu'on est agent de développement, comment créer ces équipes d'animation? Déjà, entraîner et animer, bah oui, c'est différent, c'est clair. Ça n'a pas toujours été facile parce que, en tout cas, moi, dans ma région, j'ai des éducateurs qui étaient plus centrés sur la performance et du coup, qui étaient moins sensibles à l'idée de faire de l'animation pour toucher un public plus large. Et à l'inverse, on en a d'autres voilà, qui sont très sensibles au squash grand public et qui n'ont pas forcément, qui préfèrent faire de la masse que de la performance. Donc, donc oui, c'est deux métiers complètement différents. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui la fédération se lance sur peut-être un CQP animateur de squash et autre chose plus ciblée sur la partie entraîneur, ce que les autres sports font déjà. Donc oui, première question, pour moi c'est deux métiers différents, mais souvent c'est la même personne qui le fait, donc faut faire avec. De mon côté, en tant que responsable de formation, je pense que la fédération, elle a une part de responsabilité par rapport à ça, et je pense que c'est une des évolutions qu'elle veut mettre en place dans le cadre des formations CQP. Pour répondre en fait en partie à ta question, Guillaume, je pense que ça passe par la formation anciennement BF1, BF2, ou BF1 justement, bah, on est ciblé sur des animations, animation initiateur de squash, animateur mini squash, animateur école de jeunes, et puis aussi fonctionnement du rôle d'un dirigeant. Et puis demain, le CQP, il va avoir un objectif qui va être multiple, qui a pour objectif de toucher des spécialités particulières, en fait, des publics différents. Donc il y a un socle commun de 24 heures qui pourrait être proposé pour un moniteur de squash. Et puis derrière, le moniteur de squash pourra choisir 3 spécialités au choix. Alors il y a l'école française de squash pour le public jeune, il y a l'enseignement individuel adulte pour ceux qui sont orientés beaucoup plus sur la performance au niveau adulte, il y a l'enseignement collectif adulte, la spécialité public scolaire, public féminin, public senior, public handicap. Aujourd'hui, la fédération n'est pas en mesure de proposer ces différentes spécialités, mais elle est en réflexion de pouvoir proposer une formation spécifique d'une journée par public spécialisé en fait. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui pourrait effectivement répondre en partie à ta remarque, c'est de construire une formation avec des modules de spécialité qui touchent le plus large public possible. Alors,
Par rapport à ça, moi, je sais pas s'il faut construire des formations pour pouvoir faire ça, hein, mais la notion d'animation, effectivement, est assez particulière, dans laquelle, lorsqu'on devient animateur, effectivement, on répond à certains critères. Comme lorsqu'on est entraîneur, on répond à certains critères. Comme, effectivement, l'accueil peut être un peu légèrement différent, etc. Mais il y a d'autres activités sportives également qui sont posées la question. En se disant, par exemple, il y a des fédérations qui organisent des tours entiers de toutes les plages, par exemple, en beach volley, en foot, en machin chouette, etc., dans lesquels, en fait, les animateurs sont encadrés par des entraîneurs, d'accord. Mais à chaque fois, on se pose la question, comme lorsqu'on est entraîneur, quelle est la population qui est en face de nous, comment on va les animer, combien de temps on dispose, etc., etc. C'est-à-dire qu'un cahier des charges qui est relativement précis et dense par rapport à ça, pour pouvoir répondre d'une façon extrêmement spécifique. Lorsqu'on doit parler à quelqu'un pendant une demi-heure, c'est différent que lorsqu'on a seulement 20 secondes pour lui parler et il doit se mettre en action. Je dis simplement ça pour imaginer effectivement et imaginer nos animations et notre façon d'intervenir, quels que soient les lieux, que ce soit dans l'école, que ce soit quels que soient les différents publics, hein, et à chaque fois le prendre et pouvoir l'organiser et assurer à la fois et la préparation en amont d'intervention et puis l'après avec le suivi. Et extrêmement souvent, lorsqu'on est pris par le temps ou ce n'est pas véritablement derrière, il n'y a pas un retour direct hein, sur un retour financier direct, etc. On prend un certain temps. Et bien effectivement, on lâche des parties. Et puis on se retrouve en fait à ce que ça devienne lourd en fait et ça devient lourd à organiser. C'est pas si facile que ça. On a du mal à pouvoir mettre en place. Facilement on met en place un planning de compétition, mais très difficilement on met en place un planning d'animation. D'où la nécessité effectivement de pouvoir prendre un temps, former et de pouvoir complètement l'inclure dans son projet. Parce que des fois, lorsqu'on se retrouve avec un seul professionnel qui vient et puis deux entraîneurs brevets fédéraux et puis le reste ce sont des bénévoles qui viennent, il faut quand même pouvoir faire tourner l'animation. Très souvent, extrêmement souvent, on n'est pas tellement bon là-dessus. On n'est pas super bon là-dessus. En tout cas, on pourrait être meilleur. Et lorsqu'on va voir d'autres activités ou simplement d'autres actions de promotion où ce sont que des professionnels qui font ça, on est un peu scotché. On dit ah ouais, ah ouais. Et à la fin, les mecs, ils te vendent quelque chose. Et nous, très souvent, on anime, et à la fin, on vend pas grand chose, en fait. On donne la possibilité de revenir, ou on ne sait pas quoi trop vendre, en fait.